quand on partait sur les chemins à bicyclette. Photo de Michael, allez-y. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Le déconfinement a pris un nouveau chemin hier avec l'annonce de la campagne de dépistage du Covid-19 à Monaco. Et puis il y en a qui reprennent le chemin de l'entraînement, comme notre tennisman monégasque Luca Catarina. Après 2 mois à la maison, Monte Carlo Country Club, ça fait du bien de retrouver un rythme de vie plus ou moins normal et de retaper la balle. Tous les résidents monégasques puis les salariés de la principauté vont être testés au Covid-19 et sur la base du volontariat. Cela correspond à 90 000 tests environ. Cette campagne massive était attendue par la population. Elle faisait partie aussi des mesures souhaitées par le Conseil national. Christophe Robineau sera notre invité. Il nous donnera son avis en tant qu'élu et en tant que médecin. 4200, c'est le nombre de sujets que Monaco Info a tourné entre 1995 et 1997. Ces reportages sont désormais disponibles sur la plateforme de l'INA. Un travail de longue haleine mené par les équipes de l'Institut audiovisuel de Monaco. Son directeur, Vincent Vatrican, nous en dira plus. Monabike avait connu un grand succès lors de son lancement il y a un peu moins d'1 an. À Paris, l'utilisation des Vélib est en forte hausse. Est-ce que la situation est la même à Monaco? Qu'en est-il du respect des mesures sanitaires? Alexandra Pani nous éclairera à ce sujet. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Fabien Bonilla. Il est consacré ce soir aux modalités de la campagne de dépistage. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, une campagne de test à partir de mardi auprès de l'ensemble de la population et dans un second temps auprès de ses salariés, soit, et vous l'avez dit précédemment, 90 000 personnes au total. D'un point de vue pratique, ça va se dérouler par ordre alphabétique pour tous les résidents âgés de 5 ans et plus. La première semaine, ça va concerner par exemple, et vous le voyez sur ce tableau, les personnes dont le nom commence par les lettres de A à F. Vous pourrez retrouver à l'issue de ce journal l'ordre de passage alphabétique sur le site du gouvernement par exemple, ou sur la page Facebook de Monaco Info, ou encore vous pouvez très bien aller sur le réseau Malizia. Un courrier va être envoyé dans chaque foyer pour expliquer la démarche à suivre. Cette campagne de test part du principe du volontariat. Ce n'est pas obligatoire et c'est gratuit. 2 centres de dépistage seront aménagés, un à Fontvieille, à l'espace Léo Ferré, et l'autre dans l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Ils seront ouverts tous les jours du lundi au samedi de 8h à 18h et permettront d'accueillir au total jusqu'à 4000 résidents par jour. Pas d'inquiétude si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, des sessions de rattrapage seront organisées. Alors ça, c'était les modalités pratiques d'un point de vue médical, Fabien, à présent. Ce test sérologique consiste en une piqûre sur le bout du doigt, c'est indolore. Le résultat prend 10 minutes. Si le résultat est négatif, cela indique que vous n'avez pas été en contact avec le virus. S'il est positif, vous serez invité à effectuer une prise de sang dans un laboratoire. C'est toujours gratuit. Une prise de sang pour déterminer plus précisément la charge virale et à quel moment vous avez croisé le virus. C'est hypothétique, à savoir si vous l'avez eu il y a quelque temps, et c'est du passé, ou si ce délai est inférieur à 7 jours, le temps de contamination actif. Un test PCR rhinopharyngé permettra alors de déterminer si tout simplement vous êtes atteint par le virus, ce qui entraînera une mise en quatorzaine obligatoire. Encore une fois, c'est hypothétique. Précédemment, je vous expliquais que c'était un test pour les 5 ans et plus. Sachez que les enfants de 0 à 5 ans feront, eux, l'objet d'un dépistage particulier plus tard, en présence d'un pédiatre. Merci Fabien pour toutes ces précisions. Il est temps à présent d'accueillir Christophe Robineau, élu au Conseil national. Hier avait lieu la 8e réunion du comité mixte de suivi du Covid-19. Il a été longuement question de la campagne de test lancée par le gouvernement princier. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir. Avec l'annonce de cette campagne de dépistage, j'imagine que le Conseil national est satisfait? Oui, tout à fait. Comme vous avez pu le suivre dans nos différents débats et nos interventions, le Conseil national, avec la majorité et son président, réclame depuis plusieurs mois la mise en œuvre d'une politique de test généralisée, de même que l'utilisation le plus large possible des mesures de protection, en particulier des masques. Donc oui, nous sommes très satisfaits d'avoir été entendus et d'avoir pu ensemble concrétiser ces demandes. C'est la procédure qu'il fallait mettre en place pour rassurer la population? C'est effectivement la procédure qu'il fallait mettre en place.
nous sommes les porte-parole, quelque part, des Monégasques et des résidents. Et nombreux étaient ceux qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait pouvoir être testé, quand est-ce qu'on va pouvoir disposer des moyens de savoir où on en est dans la population, quels risques on prend. Et je crois que c'est aujourd'hui une très bonne réponse à leur apporter. Et on le voit d'ailleurs sur les commentaires sur la page Facebook du gouvernement princier, la satisfaction des Monégasques. Là, je m'adresse aux médecins. Pourquoi cette campagne est nécessaire? Cette campagne, elle a plusieurs intérêts. D'abord, elle nous permet d'avoir à un moment donné une cartographie des risques dans la population, à savoir quel est le taux de pénétration du virus dans la population. C'est vraiment important parce que lorsque l'on va avancer dans le déconfinement, il faudra être capable de savoir où on en est. La deuxième chose, c'est que ces tests sont extrêmement importants parce qu'ils vont pouvoir permettre de rapidement isoler les patients qui seraient symptomatiques et porteurs du virus pour éviter qu'une deuxième vague, ou en tout cas qu'un certain nombre de patients soient de nouveau présents à l'hôpital. Et c'est ce que l'on cherche à tout prix à éviter. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur les modalités de ce test sérologique? Bien sûr. Alors du coup, c'est un test sérologique dans 2 lieux de la Principauté, le Grimaldi Forum et l'espace Léo Ferré. C'est une petite goutte de sang que l'on prélève, c'est ça? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de tests sérologiques. Il y a ce qu'on appelle les TROD, qui sont les tests rapides d'orientation diagnostique et que l'on fait aussi dans d'autres circonstances, notamment Fightheads le fait régulièrement pour le dépistage du HIV. Il s'agit en fait de prélever une petite goutte de sang à l'extrémité du doigt, de le mettre sur une cartouche qui contient des réactifs et qui va permettre de savoir de façon, je dirais, plus qualitative si on a été exposé ou pas au virus, à savoir si on a fait des anticorps contre le virus. Ces tests-là permettent d'avoir un dépistage, je dirais, de masse, mais ne sont pas extrêmement fins dans la qualité du résultat. Et donc, lorsque les gens seront positifs, il faudra faire un deuxième test qui est une prise de sang cette fois-ci, qui sera fait dans un laboratoire et qui permettra de savoir, en fonction du taux des anticorps, à quel moment de la maladie on est. Et pour être complet, il faudra évidemment le tester, le compléter par un test PCR, c'est-à-dire un prélèvement nasopharyngé, de façon à savoir si le virus est encore présent ou pas chez la personne, de façon à éviter toute contamination ultérieure d'autres personnes. Il faut le rappeler aussi, c'est pas parce que l'on est détecté négatif, on va dire, qu'il faut baisser la garde et oublier tous ces gestes barrières que l'on respecte depuis plusieurs mois. Il ne faut pas baisser la garde. Le succès du déconfinement repose sur le maintien des gestes barrières, sur les précautions qui seront prises par tous. Le fait d'avoir un test négatif bien au contraire, ne permet de rien prévoir. Ça veut dire qu'on n'a pas été malade, ça veut dire qu'on n'a pas été en contact virus, ou même pire, ça veut dire qu'on est au tout début de la maladie et que ces tests sont encore négatifs. Donc il faut éventuellement savoir quand les refaire, pour éventuellement dépister quelqu'un qui serait en tout début de maladie. Et dans tous les cas, au moins dans cette période de déconfinement, il faut absolument respecter le port du masque dans les lieux publics, dans les transports en commun, dans les commerces, respecter les mesures de distanciation physique, respecter l'utilisation des gels hydroalcooliques et le lavage des mains. Est-ce que vous pensez que Monaco a été épargné par cette épidémie? Je pense que Monaco s'est bien comporté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a certainement bénéficié d'une situation très favorable. Monaco a été touché par l'infection sur la fin de l'épidémie en France, je dirais, en tout cas dans la période de décroissance de l'épidémie, et dans une zone qui a été assez peu impactée. Heureusement pour nous, malgré la proximité d'Italie et de l'autre côté de la France, on a été, je dirais, somme toute assez épargnés. Est-ce que c'est parce que tous les moyens ont été mis en œuvre justement pour protéger la population? Je pense que c'est vraiment un tout. C'est-à-dire qu'effectivement, probablement que la région a été moins touchée par le virus, mais clairement, si on n'avait pas le plus tôt possible mis en place, et comme nous l'avons demandé à multiples reprises, des mesures de protection de la population, vraisemblablement, on aurait été plus touché que ce qui a été. L'État a bien géré la crise alors?
Alors je crois que l'État a su répondre à nos demandes. On a depuis le début insisté sur la nécessité de disposer de masques pour tous, sur la nécessité de prévoir toutes les mesures d'isolement, sur l'organisation du système de santé, et puis sur très vite la disponibilité des tests. On a eu un peu de retard à l'allumage, je dirais, mais beaucoup de pays ont été confrontés à des difficultés et finalement, en tout cas, le message a été entendu et la réponse est là puisque cette campagne de dépistage va enfin débuter. Voilà, donc on oublie les désaccords qu'il y a pu avoir avec le gouvernement au départ et c'est vraiment un travail main dans la main qui est réalisé à présent. Je crois qu'il ne faut pas rester sur les désaccords, c'est peut-être un terme un peu fort. Nous, on a fait remonter les attentes de la population, on a défendu nos convictions en fonction des connaissances que l'on pouvait avoir de cette maladie, que somme toute on connaît assez peu puisqu'on la découvre. On ne sait pas vraiment finalement ce virus, comment il se comporte et comment il va se comporter dans les mois à venir. Est-ce qu'il va rester présent sur des cas sporadiques pendant un certain temps dans la population? C'est le plus probable. Quoi qu'il en soit, je crois que ce à quoi on arrive aujourd'hui, que ce soit sur les mesures sanitaires ou sur les mesures économiques, le Conseil national a été un relais important et le gouvernement s'est entendu après quelques échanges un peu musclés pour finalement arriver à un résultat qui est le fruit d'un travail commun. Merci beaucoup Christophe Robineau. Alors que dans certaines grandes villes de France, de nouvelles pistes cyclables temporaires ont fait leur apparition sur le bitume, à Monaco, la mobilité propre a toujours été d'actualité. Oui, mais est-ce que cette crise sanitaire n'a pas freiné l'utilisation de Monabike, ces vélos en libre service? Alexandra Pagny a enquêté pour nous pour savoir si des mesures sanitaires ont été mises en place. Justement, Alexandra, vous êtes à l'atelier d'entretien des Monabike. Oui, Émilie, je suis une grande amatrice des Monabike. Du coup, pour vous rassurer et pour me rassurer, j'ai voulu aller voir à l'atelier comment ça se passe. Roland, dites-nous tout. Comment est-ce qu'en cette période de crise, vous vous occupez de nos chers vélos? Alors, je dirais que ce qui change entre la période habituelle et aujourd'hui, c'est que tous les jours, nos équipes sur le terrain, à l'extérieur, interviennent pour laver les vélos. Et donc on est certain d'avoir au moins un lavage journalier. Donc les vélos sont raccompagnés ici à l'atelier. Là, ils passent au travers d'une opération de nettoyage que vous voyez au fond, avec une intervention qui consiste à une réparation mécanique et ensuite un lavage complet du véhicule. Ce sont des interventions qui durent entre 35 et 40 minutes en moyenne et qui interviennent, je dirais, tous les 250 utilisations de personnes, pour donner une idée. Là, est-ce que vous avez senti une baisse de leur utilisation ces dernières semaines? Oui, alors durant le confinement, l'utilisation a été bien inférieure. Pour donner un ordre de grandeur, l'été dernier, aux alentours de 2500 utilisations jour. En période de confinement, 250. On est un peu comme les autobus. Les autobus, 25 000, 2005. On a un rapport de 1 à 10 environ, donc c'est assez similaire. Aujourd'hui, on remonte, on est plutôt aux alentours de 1000 utilisations jour, ce qui correspond à une utilisation d'hiver, je dirais. Justement, est-ce que vous avez des petits conseils aussi, en plus de la désinfection que vous opérez? Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces pour les usagers? Oui, moi, c'est pas très scientifique ce que je vous dis, mais c'est du bon sens. Alors moi, j'ai un gel hydroalcoolique avec moi. Je mets une petite noisette de gel sur mes mains, je frotte mes mains et puis je vais toucher les poignets, toucher les guidons et l'endroit où je vais desserrer la selle pour le mettre à la hauteur. Voilà, chaque fois que je prends un vélo, je fais ça. Ce qui fait que ça, plus le travail récurrent des équipiers, eh bien, vous avez une sécurité accrue. Eh ben, vous m'avez bien rassuré, Roland. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, Émilie, moi je vais vous rejoindre au bureau, mais avec ma nouvelle monture. Je pars avec mon vélo Monabike. C'est parti. Salut! Et soyez prudente, Alexandra. Elle constitue le patrimoine d'une chaîne de télévision. Les archives audiovisuelles racontent l'histoire d'un pays, la vie d'une population. Eh bien, sachez que les reportages de Monaco Info sont désormais disponibles sur l'INA. Un accès possible grâce au travail de l'Institut audiovisuel de Monaco. Nous sommes justement avec son directeur. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Émilie.
Comment s'est réalisé ce partenariat avec l'INA? Alors c'est un projet de longue date qui remonte à au moins 4 ou 5 ans. Il faut savoir que l'INA est déjà d'une certaine manière partenaire de l'Institut, puisque présent au conseil d'administration de l'Institut audiovisuel, et même auparavant Archives audiovisuelles. Donc c'est vrai qu'on a avec eux de longues discussions, et c'est eux qui nous ont proposé de rejoindre la plateforme INA Media Pro en essayant de faire le travail nécessaire sur le fond d'images de Monaco Info, tous les JT disponibles sur cette plateforme. Vous nous dites que c'est un projet qui a mis 4 ans à se mettre en place. Pourquoi ça a été aussi long? Et oui, parce que évidemment, l'INA a une expertise bien connue. C'est, il faut le savoir, la plus grosse base de données audiovisuelle au monde, qui d'ailleurs a lancé il y a plusieurs années un projet visant à agréger les collections francophones. Donc les documentalistes de l'Institut ont travaillé depuis quasiment 9 mois pour essayer de définir cette nouvelle structure qu'il a fallu ensuite importer dans la base de données de l'INA. Je ne parle que de la partie texte, puisqu'évidemment, il y a la partie vidéo qu'il a fallu tester. C'est de 95 à 97. 95 date de la création de Monaco Info. C'est ça, début du journal, novembre 95, jusqu'au 31 décembre 97. Ça a l'air peu, mais quand même, pour les gens qui connaissent bien cette chaîne, c'est quand même 4000 sujets. C'est pas rien. Et on va essayer de raccrocher les wagons jusqu'à aujourd'hui. Ça se fera sans doute sur 2-3 années, mais ensuite on pourra avoir accès, les professionnels pourront avoir accès à l'entièreté de cette collection en temps réel. C'est 40 000 sujets. 25 ans de télévision, c'est pas rien. Et pour nous, c'est important que ce patrimoine puisse être valorisé et montré. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. L'INA, c'est vraiment une très belle vitrine pour la principauté. Oui, puisque on est souvent sollicité par des chaînes de télévision, par des producteurs, par des documentalistes. Et c'est sûr que les professionnels, via ce portail, pourront trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Je vais vous citer un exemple très concret, puisque présent dans les premières images de la chaîne Info, Michael Jackson à Monaco. Ah, c'est quelque chose évidemment qu'on ne reverra pas. Hein. À laquelle on ne pense pas. Ben voilà, Michael Jackson est dans les collections de Monaco aussi. Donc les recherches sont multiples, vont pouvoir être multiples et vont surtout donner aux professionnels une idée de la profondeur et de la matière réelle de cette collection et du travail effectué par cette chaîne depuis tant d'années. Et vous avez décidé de garder le contact pendant ce confinement avec les fidèles en partageant chaque jour des instantanés. Le confinement a été, comme pour beaucoup, un moment pas facile à vivre, comme pour les autres acteurs culturels. Du jour au lendemain, il y a une saison qui s'arrête, tout net. Donc pour nous, c'est une fin de saison de film, plus une conférence qui était programmée et sur laquelle on travaillait depuis plusieurs mois, Monaco et l'automobile, d'ailleurs en lien avec l'exposition du Grimaldi Forum qui elle aussi a été annulée. Ce choix de diffuser chaque jour une petite archive sur Internet a fait un peu boule de neige. Des gens se sont inscrits à la newsletter, ont découvert notre travail. Je pense qu'on va continuer à explorer, à développer cette idée-là, mais je n'oublie pas quand même la vocation et les missions principales et l'idée que le cinéma se partage quand même d'abord dans une salle avec du public pour partager des émotions. On espère vite vous retrouver, Vincent Vatrican. Cette interview va maintenant faire partie des archives ? Très rapidement, puis bientôt disponible à la fois, il faut le rappeler, sur
sur le portail Monaco Channel aussi, et puis évidemment dans le fonds d'archives et pour les professionnels sur INA Media Pro. Merci beaucoup Vincent Vatrican. Merci. Avant de refermer ce journal, quelques informations pratiques avec vous, Fabien Bonilla, et nous allons sur la digue du Port Hercule. Oui, ou plus précisément du côté du solarium, un lieu bien connu des pêcheurs ou des bronzeurs. Eh bien, le solarium qui était jusqu'à présent fermé est de nouveau accessible au public dès ce samedi. Alors attention, pas pour la bronzette, seule une utilisation dynamique du solarium sera autorisée en respectant les règles de distanciation sanitaire. Il faut rappeler que ces différents assouplissements sont rendus possibles grâce au respect par les Monégasques et les résidents de ces réglementations parfois contraignantes. Donc on ne s'allonge pas et on garde ses distances. Autre information concernant le cimetière de Monaco. Oui, le cimetière de Monaco n'a lui pas besoin de rouvrir parce qu'il n'a jamais été fermé. Il était possible de se recueillir sur une tombe. En revanche, le diocèse autorise à revenir en paroisse. On l'a déjà évoqué sur Monaco Info avec un nombre limité en fonction des lieux de culte. 100 personnes pour la cathédrale par exemple. Le calcul est simple, une personne tous les 4 mètres carrés et le port du masque est obligatoire. On peut donc à 15 personnes maximum venir se recueillir à la chapelle du cimetière. Un mot de culture, le nouveau musée national de Monaco propose des ateliers à faire en famille et à la maison. Oui, des ateliers qui s'inspirent de l'exposition Variations, les décors lumineux de Jeanne Frey. Vous pourrez par exemple concevoir une animation en utilisant la technique de la rotoscopie. J'y suis arrivé. Autrement dit, dessiner image par image la course d'un cheval dans le but de faire un gif animé. Autre atelier, créer votre propre spectacle de théâtre d'ombre. Vous pourrez, pour finir, fabriquer une caméra obscura. Et pour cela, il vous suffit d'aller sur le site du nouveau musée national de Monaco, le www.nmnm.mc. Fabien, un point à présent sur la météo. On a pu assister hier à un spectacle son et lumière dans le ciel monégasque. Oui, c'est impressionnant. Vous pouvez le constater sur ces images, des vidéos prises par des habitants de Monaco. Beaucoup d'éclairs et du tonnerre sur une courte période. C'était ce jeudi vers 21h. Et bien pour samedi, ça ne sera pas un temps extraordinaire non plus. Quelques belles éclaircies quand même le matin, beaucoup de nuages l'après-midi et des averses de pluie en fin de journée. Rien ne dit qu'il y aura autant d'éclairs. Quant aux températures, elles varieront de 14 à 18 degrés environ. Le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 20h50. Et ce samedi, nous fêterons les Saint-Honoré, le saint patron des boulangers, d'où le nom de cette célèbre pâtisserie française. Merci Fabien et merci à Tristan et Céline pour leurs vidéos. Continuez d'ailleurs de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. On se quitte sur le best-of des réseaux sociaux. À demain sur Monaco Info. Il est